Dans l'ombre des grandes avancées scientifiques et militaires, des hommes ont sacrifié l'éthique sur l'autel du savoir. Derrière chaque grande avancée scientifique, derrière chaque décision militaire, il y a parfois des actes que l'on préfère taire. Des hommes et des femmes, souvent des innocents, ont été sacrifiés, victimes d'une science qui a franchi les limites de l'éthique. Voici 10 récits terrifiants, où la science a tourné au cauchemar et où la lumière de la découverte s'est teintée des ombres de l'horreur, dans les abysses des secrets les mieux gardés de l'histoire. Adeptes de l'étrange, bienvenue dans la crypte. Avril 1945, Eb Cade, ouvrier afro-américain travaillant sur le projet nucléaire américain, est victime d'un accident de voiture. Blessé, il est conduit à l'hôpital d'Oak Ridge, un hôpital ordinaire en apparence, mais au cœur de la machine scientifique du projet Manhattan, où l'urgence du développement de la bombe atomique justifie toutes les dérives. Les médecins qui le soignent ne sont pas là pour réparer ses os cassés. Ils voient en lui une opportunité, un homme qui pourrait, sans jamais le savoir, servir leur cause. Eb Cade est immobilisé, incapable de comprendre ce qui se passe réellement. Sans son consentement, on lui injecte 4,7 microgrammes de plutonium 239, une substance rare et hautement radioactive. Son corps devient un champ d'expérimentation vivant. On lui prélève des échantillons d'eau et de dents pour mesurer l'impact du métal sur les tissus humains. À chaque prélèvement, la douleur le transperce. Mais il n'y a ni explication, ni compassion. Ses cris sont étouffés par le froid de la science. Eb Cade est l'un des premiers cobayes, mais certainement pas le dernier. The Manhattan Project helped doctors better understand the effects of radioactivity on the human body. From 1945 to 1947, at 4 hospitals around the country, patients received plutonium injections without their consent. An African-American construction worker, Eb Cade, was injected in April 1945 at an Oak Ridge hospital. Author Denise Kiernan describes the so-called plutonium files. I came across the files related to plutonium research and research into the effect of plutonium on human beings. And there was a black construction worker who was coming into work at K25 one morning who got in a car accident. He and the guys in the car with him. There was a car accident about a mile away from K25, and he was taken to the hospital. And he had a broken leg among other injuries. And instead of being, having his leg set immediately, they injected him with plutonium without his consent, and they wanted to track that plutonium and see where it went through his body, which is why they did not set his leg immediately. And they would take urine and feces samples at certain intervals. They wanted to see whether or not it had penetrated his teeth, so they removed, I think it was 15 of his teeth to see if it had gone there. So that testing was something that I was really bowled over and shocked by. And a lot of this information just came out, became available in the 90s. And there was a commission on human radiation experiments under, I think it was during the Clinton administration. And they said, we want all these records out and we want everybody to be able to
to look into them, and they interviewed a lot of the doctors who were a part of it, and released as many files and as many papers as they could. Dans les années 50, la CIA a une obsession: découvrir comment contrôler l'esprit humain, les souvenirs, la volonté, les pensées. Tout doit être soumis à leur pouvoir. C'est ainsi que naît le projet MKUltra, une série d'expériences menées dans le plus grand secret, souvent sur des citoyens américains innocents. Le LSD, une drogue psychédélique qui promet d'ouvrir les portes de la conscience ou de la détruire, devient l'arme de prédilection de l'agence américaine. Des centaines de personnes sont droguées à leur insu, dans des hôpitaux psychiatriques, des prisons et même dans des salons de banlieue. Des innocents sombrent dans la folie. Les chercheurs les observent, notent chaque réaction et chaque cri de terreur. Les sujets subissent des doses massives de LSD, isolés pendant des jours, sans jamais comprendre pourquoi leur esprit se disloque. Certains ne s'en remettront jamais. Pour eux, la frontière entre rêve et cauchemar a disparu à jamais. MKUltra a échoué à dominer l'esprit, mais il a laissé derrière lui une traînée de vies brisées et de cerveaux réduits en cendres. Au début des années 30, à Tuskegee, en Alabama, près de 600 hommes afro-américains atteints de syphilis sont recrutés pour une étude médicale. Ces hommes, pour la plupart pauvres et analphabètes, croient recevoir des soins. Ils croient que les médecins sont là pour les aider et les guérir. Mais derrière les portes fermées des salles d'examen, la vérité est tout autre. Les médecins ne cherchent pas à les soigner. Ils veulent juste observer comment la syphilis détruit un corps humain sans aucune intervention médicale. Même après la découverte de la pénicilline, en 1947, un remède qui aurait pu sauver ces hommes, les médecins continuent de les laisser souffrir. Leurs organes se décomposent lentement. Les douleurs sont atroces, mais les chercheurs n'interviennent pas. Ils regardent, ils notent, ils attendent la mort. Ce silence médical est leur sentence. Ce n'est qu'en 1972, après près de 40 ans d'horreur, que l'expérience de Tuskegee est dévoilée au grand jour. Mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. Septembre 1950, San Francisco. Une brume mystérieuse envahit la ville. Un brouillard d'apparence anodine. Mais ce n'est pas la mer qui souffle ces nuages inquiétants. C'est la marine américaine. En plein cœur de la guerre froide, ils décident de tester la propagation d'agents biologiques en larguant des nuages de bactéries au-dessus de la ville. L'opération Sea Spray commence. Pendant des jours, des millions de bactéries Serratia marcescens se dispersent dans l'air. Les habitants, sans le savoir, respirent ce poison invisible. Des infections respiratoires se multiplient. Une explosion de cas étranges frappe les hôpitaux. Un homme, hospitalisé, succombe à une septicémie mortelle. Cependant, aucun mot n'est prononcé sur l'origine de cette tragédie. Ce n'était qu'un test, un jeu macabre pour évaluer la vulnérabilité d'une ville face à une attaque biologique. La science militaire, dans sa plus sombre manifestation, a transformé la ville en laboratoire à ciel ouvert.
Dans les années 1960, les patients de l'hôpital général de Cincinnati, souffrant de cancer avancé, sont déjà en proie à la douleur et au désespoir. Ils espèrent un traitement et un dernier espoir, mais ce qu'ils reçoivent, c'est une sentence déguisée. Les médecins, sous la houlette du département de la Défense, leur administrent des doses massives de radiation, bien au-delà de tout traitement standard. Leurs corps sont ravagés, laissant place à des brûlures internes atroces et des organes en décomposition. Ces patients n'ont jamais su qu'ils participaient à une expérience. Ils n'ont jamais été informés qu'ils ne recevaient pas un traitement, mais une mort accélérée. Leur souffrance était notée, analysée, pour préparer des scénarios d'attaque nucléaire, pendant que leurs cris et leurs espoirs se perdaient dans les couloirs stériles de l'hôpital. Dans l'État du Massachusetts, à l'école d'État Fernald, des enfants présentant des handicaps mentaux ont été utilisés dans le cadre d'expériences inhumaines. L'école leur promet un avenir meilleur et une éducation, mais au lieu de cela, ils reçoivent des céréales enrichies et des produits chimiques radioactifs. Initialement exploités sous le nom d'École du Massachusetts pour les déficients mentaux, l'institution psychiatrique a ensuite été baptisée du nom de son troisième directeur, Walter E. Fernald. Fernald était un fier défenseur du mouvement eugénique, estimant que la meilleure façon d'améliorer la société et l'espèce humaine en général était de séparer les personnes indésirables et inférieures, afin qu'elles ne puissent pas se reproduire. Alors que sur le papier, cette philosophie ne s'appliquait qu'aux handicapés mentaux. Fernald a commencé à accueillir des patients parfaitement capables qui étaient simplement pauvres ou indésirables. On estime que près de la moitié des patients de Fernald avaient une intelligence normale. L'hôpital était un immense complexe de 75 hectares, doté de sa propre centrale électrique et de plusieurs bâtiments. Malgré sa taille, les conditions de vie y étaient particulièrement inadéquates. Dortoirs surpeuplés, misère généralisée et nombreux cas d'abus physiques et sexuels de la part du personnel. La situation s'est encore aggravée dans les années 1940 et 1950, lorsque les tests de radiation semi-secrets ont commencé. Supervisés par des chercheurs de Harvard et du MIT et financés par la société Quaker Oats, les détenus étaient systématiquement exposés à de petites doses de radiation et leur absorption de l'énergie toxique était surveillée. Les enfants y sont traités comme des cobayes et leur corps utilisé pour tester l'absorption des radiations. Ces jeunes, vulnérables et innocents, sont trompés par ceux en qui ils avaient confiance. Ils participent à ce qu'on leur dit être un club scientifique, mais leur destin est scellé bien avant qu'ils ne comprennent les enjeux de cette trahison. Leurs corps, devenus des laboratoires vivants, payent un prix qu'ils n'auraient jamais dû payer. Jusqu'en 2013, un petit nombre de patients occupaient encore un petit groupe de bâtiments sur une partie de l'immense campus. L'école a été définitivement fermée en 2014. Dans les années 60, des soldats de la marine américaine participent à des exercices militaires en mer. Ils s'entraînent en pensant se préparer au pire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur pire cauchemar est déjà en cours. L'armée teste sur eux des agents chimiques et biologiques. Sans protection, ces hommes respirent des poisons mortels. Le projet Shad est une série d'essais de l'époque de la guerre froide,
faite par le département de la Défense des États-Unis, à partir de matériel de type biologique et chimique. Durant ces essais, des personnes non consentantes ont été exposées à diverses substances dangereuses, notamment des membres du personnel des forces armées des États-Unis alors en service. Les symptômes apparaissent progressivement: brûlures cutanées, douleurs musculaires, paralysie. Certains soldats succombent, d'autres vivent des décennies avec des maladies incurables, sans jamais savoir pourquoi. Le projet SHAD est un acronyme pour Shipboard Hazard and Defense, soit défense et danger dans un navire. Ce projet était une partie d'un effort plus large nommé Projet 112, qui a eu lieu pendant les années 1960. Il a été conçu pour repérer les vulnérabilités des navires de guerre américains aux attaques avec des armes chimiques ou biologiques et pour mettre au point des méthodes de décontamination tout en maintenant une capacité d'attaque. Le projet 112 était un programme expérimental d'armes chimiques et biologiques mené sous la conduite du département de la Défense des États-Unis de 1962 à 1973. Ce projet est né sous l'administration de John Fitzgerald Kennedy et a été autorisé par son secrétaire à la Défense, Robert McNamara, dans le cadre d'un réexamen complet des systèmes de défense des États-Unis. Le projet 112 s'est penché sur l'utilisation d'aérosols pour répandre des produits chimiques et biologiques qui pourraient y provoquer des incapacités temporaires contrôlées. Le programme de test a été mené à grande échelle, hors des 48 États des États-Unis continentaux, dans le Pacifique Sud, le Pacifique central et l'Alaska, en concertation avec la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie. Au moins 50 essais ont été réalisés, dont 18 au minimum concernant des agents biologiques et au moins 14 concernant des gaz lacrymogènes, des produits chimiques, mais aussi le gaz sarin, le gaz VX et d'autres produits semblables. Les Navajos, ce peuple fier vivant sur leurs terres ancestrales, voient leur existence se transformer en cauchemar à la suite des retombées des essais nucléaires américains. La radioactivité contamine les sources essentielles de nourriture, en se répandant insidieusement dans l'air, l'eau et les sols. Cette exposition à la radioactivité a engendré des centaines de cancers, de déformations à la naissance et de défaillances d'organes à un niveau 5 fois plus élevé que la moyenne nationale. Si Hiroshima reste le bombardement le plus connu et le plus meurtrier, d'autres épisodes de contamination ont eu lieu, comme dans l'État américain du Nouveau-Mexique où, entre 1944 et 1986, le département de la Défense américain a déversé plus de 30 millions de tonnes d'uranium en pleine réserve Navajo. Les médecins du gouvernement, qui auraient pu alerter les tribus, restent silencieux. Année après année, la souffrance grandit, invisible mais bien réelle. Ce n'était qu'après plusieurs décennies que la vérité émerge. Mais à ce moment-là, les dégâts sont irréparables. Un peuple entier a été trahi par l'ignorance et la soif de politiciens corrompus dans le secret des déserts irradiés. Entre 1945 et 1947, dans l'ombre des premières expérimentations sur les effets du plutonium, 11 patients hospitalisés à Rochester, dans l'État de New York, deviennent des cobayes involontaires. Ce sont des personnes malades, souvent atteintes de pathologies graves, qui croient recevoir des soins pour leur rétablissement. Ce qu'ils ignorent,
c'est qu'ils ne sont pas là pour être soignés, mais pour être utilisés dans des études secrètes sur les effets du plutonium sur le corps humain. Des expériences ont été menées dans l'annexe du Strong Memorial Hospital de l'Université de Rochester à Manhattan pour étudier les effets des isotopes radioactifs sur les humains. Les tests portaient notamment sur du plutonium, de l'uranium et du polonium. Les recherches se sont poursuivies jusque dans les années 1950 et 1960 avec des tests sur l'intoxication au plomb, au cours desquels 5 patients ont reçu des doses d'isotopes de plomb. Le but de ces études était d'examiner la sécurité de petites quantités de radiation sur les personnes travaillant sur d'autres sites du projet Manhattan. À chaque injection, des doses invisibles de cette substance mortelle pénètrent leur organisme sans aucune explication. Les médecins, observant froidement les effets du poison sur les os, le sang, les organes, prélèvent des échantillons. Les résultats sont minutieusement consignés, mais les patients, eux, n'ont aucune idée de ce qui leur arrive. Leurs souffrances ne sont que des données scientifiques. Ils ne sont plus des individus, mais des chiffres dans un rapport classifié. Le Vietnam, les forêts tropicales luxuriantes, les villages silencieux et la guerre. Entre 1961 et 1971, dans une tentative désespérée de détruire les forces ennemies cachées dans la jungle, les États-Unis pulvérisent des millions de litres d'agent orange, un herbicide toxique, sur les forêts, les rivières et les champs. L'objectif, dénuder la terre, priver les soldats ennemis de tout abri. Mais l'agent orange n'a pas seulement détruit la végétation, il a aussi empoisonné les sols, les eaux et les corps de millions de personnes. Les civils vietnamiens, les soldats, les enfants à naître, tous ont absorbé ce poison invisible. Les cancers se sont multipliés, les bébés sont nés avec des malformations terrifiantes et des générations entières ont souffert des conséquences de cet herbicide mortel. Aujourd'hui encore, le spectre de l'agent orange plane sur le Vietnam, un poison transmis de parents à enfants, inscrit dans l'ADN d'un pays ravagé par cette herbe de la mort. Selon les dernières estimations, de 2 à 5 millions de Vietnamiens ont été directement exposés aux herbicides, auxquels il faut rajouter un nombre inconnu de Cambodgiens, de Laotiens, de civils et militaires américains. La dioxine étant une molécule très stable, elle tend à rester dans l'environnement. Les concentrations se révèlent donc extrêmement importantes dans les graisses animales, contaminant ainsi la chaîne alimentaire. La dioxine est aussi présente en grande quantité dans les sols et les sédiments. Ainsi, des enfants vietnamiens, nés plusieurs années après la fin de l'épandage, présenteraient des taux élevés dans l'organisme. Ces 10 expériences humaines sont autant de témoignages des sombres recoins de la science et de la guerre. Ce ne sont pas des légendes ou des théories du complot, mais des faits, des vies détruites au nom de la recherche, du pouvoir ou de la victoire militaire. Derrière chaque expérience, des personnes réelles, souvent vulnérables, ont été sacrifiées sur l'autel de la connaissance, de la domination ou de la peur. Des décennies plus tard, les cicatrices de ces expériences restent visibles. Les secrets, autrefois bien gardés, ont été révélés. Mais pour les victimes et leurs familles, le souvenir de ces horreurs persiste. Dans l'histoire de la science, de la médecine et de la guerre, il est parfois
Essentiel de se rappeler que l'éthique doit être une barrière infranchissable, car une fois qu'elle est brisée, les conséquences peuvent hanter l'humanité pour toujours.